Bonsoir à toutes et à tous et meilleurs vœux 2025 pour cette nouvelle année, pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. On est réunis ce soir par rapport à un dossier qui malheureusement est grave puisqu'on a tous connu les terribles incendies de la Montagnette en 2022 et la municipalité a souhaité travailler en relation avec l'ONF pour travailler sur la sensibilisation, la prévention des obligations légales de débroussaillement, et notamment en particulier par rapport aux habitants qui sont les plus concernés. Et vous en faites partie puisque vous avez la chance, on va dire, d'habiter à très petite proximité de la Montagnette, mais malheureusement, il y a aussi le risque d'incendie. Donc, Monsieur Laurent Velasco, qui est le responsable des services des FCI de l'ONF, à la fois du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, est à mes côtés. Et Juliette Tuon, qui est la responsable aussi de l'ONF, avec qui on travaille déjà depuis 2 ans, je crois, 2 ans et demi, je ne sais plus. Et là, avec Jean-Pierre Jacovetti, que vous connaissez, qui s'occupe de la réserve communale de sécurité civile et qui, bien évidemment, connaît la Montagnette comme sa poche. Juste vous dire que ça fait partie des effets négatifs du feu, c'est les effets aussi financiers pour la commune, hein, je l'avais déjà dit il y a 2 ans, mais ce travail que l'on est en train de formaliser avec l'ONF, il représente quand même un montant de 42 000 euros TTC pour le budget communal, mais on a souhaité le faire précisément pour anticiper et pour prévenir et pour éviter qu'il y ait récidive et risque d'incendie dans vos propriétés. On obtiendra a priori 50% de subvention de la région, que je remercie, mais c'est plafonné à 18 000 euros, donc il y aura quand même un reste à charge pour la commune. Mais on le fait volontiers parce que je pense qu'une des premières missions que doit faire une mairie, c'est de protéger les habitants, et notamment en particulier contre le feu. Donc vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui fait des discours trop longs, je préfère qu'on rentre vite dans le vif du sujet et surtout aussi vous donner la parole et que vous puissiez aussi poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Je vais quand même laisser la parole à M. Velasco qui va faire une présentation. Alors pour tout vous dire, il avait une présentation d'1 heure. Je lui ai dit, M. Velasco, il va falloir peut-être un peu la réduire. Donc on va un peu... il va faire une petite intervention. Il y aura des slides où il va expliquer un certain nombre de situations. Peut-être qu'on s'arrêtera sur certains slides pour ceux qui veulent poser des questions. Et petit à petit, on fera un jeu de questions-réponses par rapport à toutes les situations. L'idée, c'est que lorsque vous partirez, vous puissiez avoir la réponse à bon nombre de vos questions. Et après, il y aura de toute manière une intervention chez vous. Mais je vous laisse la parole, Monsieur Velasco. Merci, Monsieur le maire, pour cette introduction. Pour les présentations, donc je vais effectivement aller rapidement dans le vif du sujet et essayer d'être synthétique. Ce n'est pas ma spécialité, mais je vais faire l'effort pour vous. Simplement, voilà, donc le diaporama il se déroule en trois grandes parties. La première qui est un peu le pourquoi, l'origine des obligations de débroussaillement. Une deuxième partie qui concerne plutôt les modalités d'application, à la fois techniques, réglementaires. Et une troisième partie un peu plus rapide, mais qui est justement en fait comment se passe l'intervention de nos équipes sur la commune de Barbentane suite à la commande de la mairie. Donc voilà, donc on va essayer de faire ces trois parties-là assez rapidement. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions sur la deuxième, donc on va essayer d'y arriver assez vite. L'idée étant que le diaporama, alors notamment pour ceux qui suivent peut-être l'intervention en ligne, il est assez complet, puisqu'en fait il balaye l'ensemble des questions qui sont généralement posées dans ce genre de situation. Donc je ne vais pas forcément tout dérouler par le menu dès le départ, mais j'espère qu'on trouvera les réponses à toutes vos questions dans ce que j'ai amené. Oui, tout à fait. Voilà, en fait, le diaporama, il a cette vocation de pouvoir ensuite être mis à disposition de la commune, être mis sur un site pour être voilà, revu, accessible. Et c'est pour ça aussi qu'il est un petit peu long, c'est qu'il permet d'illustrer vraiment avec un bon schéma qui vaut mieux qu'un long discours, d'illustrer un petit peu les réponses aux questions. Voilà, donc, bon, je présente rapidement 3-4 acronymes qu'on retrouvera très régulièrement dans mes discussions, enfin dans mes propos, pardon. DFCI, donc Défense des forêts contre l'incendie. Quand on écrit FDF, c'est le feu de forêt.
Les OLD, je pense que vous l'avez compris, ce sont les obligations légales de débroussaillement. Et le PCD, c'est le plan communal de débroussaillement, et ça, c'est ce que la commune a initié en mandatant l'ONF pour l'appuyer. Donc la menace incendie de forêt, vous l'avez bien identifiée malheureusement il y a assez peu de temps. Bon, ceci dit, la montagnette a connu aussi des feux encore avant, donc certains d'entre vous n'en étaient peut-être pas à leur coup d'essai, en tout cas leur premier contact avec le feu. Simplement, pourquoi le débroussaillement? C'est parce qu'on a aussi une forêt, malgré les incendies, qui a vraiment colonisé les milieux et qui, là où on avait avant des collines qui étaient plutôt pelées avec de l'élevage extensif, depuis les années 50, on a une forêt qui s'est installée et un mélange qui s'est créé entre des habitations et la forêt. Dans le même temps, plus récemment, on connaît une période d'aggravation du risque feu de forêt lié à l'évolution du climat, de la météo l'été, avec donc une extension de la période à risque et de l'intensité potentielle des feux. Et donc voilà, les conséquences, et donc vous en avez été le témoin de près malheureusement. On en a eu une illustration en 2022 sur le feu de la Montagnette, 14 juillet, même s'il a brûlé plus qu'une journée, avec donc 1450 hectares parcourus. Et notamment le feu qui est arrivé aux portes de nombreuses interfaces forêt-habitation. Voilà, donc face à ce constat d'exposition finalement des personnes et des biens à un risque croissant, depuis un certain nombre d'années déjà existent des obligations de débroussaillement qui se sont vues confirmées et un petit peu précisées par une loi qui a été successive au feu de 2022, donc en 2023. Et je vais vous exposer rapidement les grands principes de ces obligations de débroussaillement. Alors, comme leur nom l'indique, ce sont une obligation réglementaire. Je ne vais pas m'étendre sur les articles, vous les retrouverez derrière. En revanche, c'est surtout une action efficace contre le feu. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant un travail de diminution de la végétation, on va intervenir sur un des 3 composantes du feu, c'est-à-dire le combustible. Et en diminuant, voire éliminant ce combustible, on va diminuer le risque feu de forêt. Donc voilà, petit schéma pour illustrer. Un peuplement non travaillé avec une continuité et une importante quantité de combustible, on peut avoir un feu total, un feu de cime, extrêmement virulent. L'objectif qu'on va rechercher, c'est à la fois d'éliminer ce qu'on a en partie basse, pour éviter en fait l'effet d'échelle, on va dire, que le feu, vous le savez, la flamme, elle monte. Donc le feu, il part de l'herbe, des petites brindilles, et ensuite il peut se communiquer vers la cime des arbres. Donc un premier élément, c'est de créer cette discontinuité du bas vers le haut, mais aussi de créer une discontinuité horizontale de proche en proche pour faire en sorte que le feu soit interrompu dans sa course le plus régulièrement possible. Ce qui veut bien dire que le débroussaillement, ce n'est pas que enlever la broussaille, c'est aussi travailler dans les arbres. Voilà, donc le résultat, c'est une propagation entravée et une intensité limitée de l'incendie. Voilà, le schéma est très optimiste, mais c'est l'objectif qu'on recherche, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir un feu courant au sol plutôt qu'avoir un feu qui se propage en cime. Voilà, et ces OLD, elles sont efficaces, comme je le disais, puisque des retours d'expérience sur certains grands feux, et certains bien documentés, donc en 2003 et 2005, ont montré que quand le débroussaillement était bien réalisé, dans 80% des cas, on constatait aucun dégât sur les maisons. Seulement 18% des cas où on avait des dégâts extérieurs, et même si c'est toujours trop, seulement 2% de dégâts à l'intérieur d'habitation. Le risque zéro n'existant pas, et parce qu'il peut aussi y avoir d'autres éléments que la végétation qui peuvent conduire le feu dans une maison. Du mobilier en PVC, des fenêtres qui sont restées ouvertes, tout un tas de choses. Inversement, un débroussaillement pas fait sur les mêmes incendies, c'était seulement 57% des cas sans dégâts, et on avait plus de 10% des cas dans lesquels le feu était rentré à l'intérieur des maisons. Donc vous voyez, c'est un rapport de x5. Donc voilà un petit peu pour les grands principes du pourquoi on débroussaille. Donc vous avez une illustration ici qui illustre une maison qui a pu être protégée parce qu'elle était correctement débroussaillée. Donc ce débroussaillement, il s'applique dans les massifs forestiers évidemment, mais aussi dans une bande de 200 mètres. Donc c'est ce qui fait aussi qu'un certain nombre d'entre vous sont là. Vous n'habitez peut-être pas dans le massif, mais en étant à moins de 200 mètres de ce massif-là,
vous êtes concerné quand même par l'application des OLD, puisque le feu est un élément dynamique, et malheureusement, il ne s'arrête pas de manière formelle, juste à la limite du massif. Donc voilà un peu ce que ça donne sur la commune de Barbentane. On voit toute cette frange, là, en limite nord notamment du massif, ainsi qu'une partie d'habitat un petit peu plus à l'intérieur du massif. Voilà déjà pour les grands principes du pourquoi on débroussaille. Je ne sais pas si à ce stade vous avez déjà des questions. Elles sont peut-être plus sur le comment on débroussaille, je suppose. Donc si ça vous va, je continue. Donc voilà, les grands principes du débroussaillement, c'est à la fois les grands linéaires, mais aussi les habitations, ainsi que la voie qui mène à l'habitation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on doit déjà dégager les abords du chemin d'accès vers l'habitation pour permettre aux camions de circuler, les camions de pompiers de circuler jusqu'à la maison et d'être en sécurité. Ensuite, on doit donc travailler autour de la maison sur un périmètre théorique de 50 mètres. On verra que ce périmètre, il peut être variable selon les situations. Donc comment on travaille dans ce périmètre de 50 mètres? Tout d'abord, on va éliminer, ce que je vous disais, la strate basse. Ensuite, on va éliminer principalement tout ce qui est arbres et arbres morts ou dépérissants. Alors on pourra voir que pour des questions environnementales, on peut en conserver un petit peu, mais en tout cas pas à proximité de l'habitation. On va ensuite mettre les arbres à distance, donc au moins 2 mètres entre les cimes et les couronnes des arbres. Ce n'est pas entre les troncs, hein, c'est entre les couronnes. Et ensuite, on va éliminer ce qu'on appelle les rémanents. Tout ce qui a été coupé ne doit pas être laissé au sol en l'état, puisque sinon ça conduirait le feu avec des branches sèches. Donc voilà un petit peu les grands principes du débroussaillement, et on termine par l'élagage sur 2 mètres de hauteur des arbres qu'on a conservés, toujours pour cette raison d'éviter que le feu aille du bas vers le haut. Donc voilà un petit peu les grands principes du débroussaillement. Donc pour résumer, c'est un travail sur la strate arbustive important. On peut conserver quelques îlots, mais il faut quand même la diminuer très fortement. Une mise à distance des arbres, au moins 2 mètres entre les arbres. Et ensuite, un élagage et l'élimination de tout ce qui est des bois secs qui ont été produits suite à ces travaux. Alors l'élimination, on verra plus tard, hein, parmi les questions qui reviennent régulièrement, comment on les élimine? Ça peut être éventuellement par brûlage, ça peut aussi être par un apport en déchetterie, ça peut être du broyage, voilà, ça peut être plein de choses. Donc voilà un exemple ici d'une habitation correctement débroussaillée. C'est la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, entourée de végétation calcinée. Donc on voit ces principes-là, hein, des arbres qui sont espacés les uns des autres, et on voit que sous les arbres, on n'a pas gardé de végétation. Donc est-ce que ces premiers principes sont clairs aussi pour vous? Parce que c'est vrai que le débroussaillement est un terme un petit peu équivoque. On ne parle pas que de broussailles, on parle aussi de traitement des arbres. Jusque-là. Donc, un des éléments complémentaires, c'est qu'on va avoir une distance de recul systématique d'au moins 3 mètres par rapport au bâti, pour éviter qu'un arbre qui brûle, une arbuste qui brûle, ne vienne impacter directement une visserie, un élément de toiture, un élément de charpente, et faire que le feu passe à l'intérieur. Voilà. Alors, une question qui revient régulièrement, c'est quand faire ces travaux? Alors j'aurais tendance à dire que c'est théoriquement toute l'année, mais il y a des périodes plus favorables que d'autres. On déconseille, même si ce n'est pas interdit, en tout cas pas systématiquement interdit, on déconseille l'été parce que ce qu'on va utiliser comme outillage pour faire ces travaux-là peuvent être à l'origine de départ de feu. Les travaux forestiers, ils sont réglementés. L'été, selon le niveau de risque, ils peuvent être limités à certains horaires, voire carrément interdits. Et ces travaux-là, ça vaut aussi pour le particulier. En fonction du niveau de risque, les travaux peuvent être interdits, et même s'ils sont autorisés, le risque n'est pas exclu. Et surtout, les éventuels rémanents, donc ces résidus de coupe, ne peuvent pas être brûlés durant l'été. Là, l'emploi du feu est interdit pour tout le monde tout l'été. Donc, voilà. Accessoirement, en termes de conditions météo, c'est pas forcément là qu'on est le plus à l'aise pour travailler. Voilà. Pour la végétation, c'est pareil, c'est pas forcément la meilleure période. Donc on va plutôt vous conseiller de travailler en dehors de l'été et, si possible, en évitant mars, avril, mai pour des questions plutôt environnementales, là, c'est-à-dire pour s'il y a nidification ou floraison.
dans la mesure du possible, voilà, ça peut être évité ou en tout cas se limiter uniquement à de l'entretien courant, pas forcément des travaux lourds. Et les travaux lourds, alors, vraiment la débroussailleuse et les abattages éventuels, plutôt voilà, sur octobre à février, qui sont en fait les mois traditionnels des travaux forestiers. Hein, pour les coupes également, on travaille plutôt en hiver. Voilà. Donc retenez bien qu'il n'y a pas d'interdiction formelle, sauf les jours à risque où la préfecture annonce des risques forts l'été. Mais voilà, il est préférable de faire les travaux en hiver, à tout point de vue, que ce soit pour vous si vous les faites en direct, pour les entreprises qui sont parfois plus disponibles. Au printemps, c'est toujours le rush, parce que justement, les gens voient l'été arriver, et il faut faire vite, vite. Et en plus, pour un point de vue environnemental, c'est dans des périodes où ce sera plus favorable pour la végétation. Et vous aurez potentiellement des repousses et des floraisons plus intéressantes au printemps. Voilà. Après, j'ai une diapositive qui rappelle un petit peu des éléments de répartition, on va dire, sur les parcelles voisines, puisque une des particularités de ces travaux-là, c'est qu'ils peuvent être menés sur des fonds voisins. Mais déjà, sur les aspects un peu techniques du débroussaillement, peut-être qu'on peut faire une pause. Et si vous avez des questions vraiment pratiques sur comment on fait ces travaux-là, ben, on pourra essayer de vous répondre. Merci. Céline, est-ce que tu veux prendre le micro? Peut-être. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lever le doigt ou prendre la parole sur cette première partie? Ou est-ce que vous avez tous tout bien compris? Monsieur, je vous en prie. Mais mettez le micro. Attendez, on va utiliser le micro parce qu'en fait, on a Facebook aussi, comme ça, tout le monde peut entendre. Et si possible, mettez le micro près de la bouche. Le plus près possible de la bouche. Au menton. Il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué. Merci. Monsieur, donc le plus près possible. Oui, débroussailler jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Parlez-nous un petit peu des haies. Qu'est-ce qu'on fait avec une haie? Alors, la haie fait partie des éléments un petit peu particuliers avec des dispositions spécifiques, parce que le principe d'une haie, c'est justement d'être relativement continu et d'avoir son volume aussi. Donc en fait, la haie, ça fait partie des éléments qui doivent être distants voilà, de l'habitation, mais elle peut rester continue. On peut avoir un alignement d'arbres qui est conservé, sous réserve de rester dans un volume global d'environ, pareil, 2 mètres sur 1 mètre d'épaisseur, qui correspond un petit peu au principe du Code civil d'ailleurs, hein, sur le maintien des haies, en tout cas pour les haies basses. Après, quand on a des haies plutôt arborées, où en fait ce sont des alignements d'arbres, là on ne va pas les ramener à 2 mètres, hein, ces arbres-là, ce sont des arbres. Donc eux, ils vont être traités comme un alignement d'arbres. Ils peuvent aussi avoir une continuité de proche en proche, pas forcément être distants de 2 mètres les uns des autres. En revanche, ils doivent quand même être distants de l'habitation. Et alors là, les dispositions sont en train d'être reprécisées, mais on considère qu'il faut au moins 2 mètres d'écart entre une haie basse et une maison. Et il faudrait au moins 3 mètres entre une haie arborée et une maison. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que la haie, elle ne doit pas servir de mèche entre le milieu naturel et la maison. Donc il faut qu'elle soit pas au contact direct de la végétation naturelle et pas au contact direct de la construction. Voilà. Un cyprès doit être taillé jusqu'à quelle hauteur par rapport au sol? Alors le cyprès, effectivement, l'élagage, c'est pas trop, il aime pas trop. Son port, c'est plutôt un arbre conservé de haut en bas. Donc ça fait partie, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, sur lesquelles on comprend bien qu'on ne va pas vous demander un élagage à 2 mètres, qui est contre la physiologie même de l'arbre. Donc le cyprès, il est tenu. Alors après, il faut aussi que ce soit, comment dire, ça dépend des cyprès, hein. Il y a le cyprès bleu, lui peut être très très large et vraiment avoir un port très élargi. Celui-ci, il faudra peut-être effectivement limiter son volume. Un cyprès de Provence, on va garder dans son port normal. Une petite précision, alors qui là aussi est en cours d'évolution,
Ça vous sera présenté par les collègues quand ils viendront faire un petit peu les visites de terrain. Jusqu'à présent, il était interdit de garder un arbre au contact direct de la maison. Notamment pour ces questions, notamment du cyprès qui fait partie un petit peu de l'image de la Provence, mais pas que le cyprès, ça peut être le tilleul, ça peut être tout un tas de choses. Il devrait être prévu donc, dans la révision de l'arrêté préfectoral la possibilité de garder un arbre au contact de la construction, à condition qu'autour de cet arbre-là, on ait fait place nette, pour appeler ça simplement. Donc ça, c'est une évolution qui réglementairement permettra de conserver cet arbre-là. Ensuite, ça sera de l'analyse un petit peu de chacun, de voir si on préfère finalement mettre les arbres en retrait pour avoir vraiment cet espace sécurisé autour de la maison, ou est-ce qu'on se dit, ça fait vraiment partie de l'identité de mon domicile, je garde cet arbre-là en ayant conscience peut-être du risque, mais en faisant à minima un espace donc, de 5 mètres autour dégagé de végétation, voilà, pour éviter que la mèche arrive jusqu'à l'arbre et que l'arbre prenne feu. Merci. D'autres questions sur cette partie-là? Non. Juste bon, pour compléter ce que vous avez dit tout à l'heure, je confirme il y a 2 autres questions. Mais je confirme, pour avoir vécu en juillet 2022 les incendies, que toutes les maisons qui avaient fait leur OLD ont été sauvées par les pompiers. C'est-à-dire c'est une garantie quasi absolue de sauvetage de vos domiciles. Si vous effectuez bien les OLD, vous avez parlé tout à l'heure de 80-85%, vous avez quasi toutes les chances de conserver votre domicile. Donc c'est pour ça que c'est très très important de faire les obligations légales de débroussaillement. Voilà. Monsieur. Oui, j'aurais une question concernant ce que vous appelez habitation. C'est le local où on vit, un abri de piscine par exemple. Est-ce que c'est une habitation? L'abri de piscine ou l'abri de jardin, qu'on met les outils, etc. Qu'est-ce que c'est vis-à-vis? Alors effectivement, là je parlais de l'habitation puisque c'était l'illustration qu'on prenait sur nos schémas. En fait, ce sont les constructions qui sont soumises à obligation de débroussaillement, puisque ce sont des éléments qui vont être, on l'a dit tout à l'heure, les pompiers, leur objectif c'est en priorité la préservation des personnes et des biens. Donc dès lors que la construction fait l'objet d'une intervention potentielle des pompiers, et donc une exposition de ces pompiers face au feu, elle doit être correctement mise en sécurité. Donc globalement, ça concerne une grande partie des constructions dès lors qu'elles sont fermées, c'est-à-dire que l'abri de piscine, si c'est un pool house qui est ouvert, on voit qu'à l'intérieur il n'y a personne, on voit qu'il n'y a pas d'enjeu humain dans ces constructions-là, elles peuvent être dispensées d'OLD. Mais en revanche, un cabanon, un garage qui n'est pas attenant à la maison, une annexe, alors ça peut être locative ou autre, tout ça c'est soumis à OLD. Pour ce principe qui est de dire une construction dans un environnement naturel, le jour où le feu arrive, il faut que l'incendie ait diminué d'intensité pour qu'elle puisse être sauvée par les services de lutte. Oui, mais je dirais un abri de piscine, c'est justement pour mettre une machinerie, et puis c'est tout. C'est pas pour vivre dedans, c'est simplement pour mettre une pompe, mettre des ustensiles techniques, et non des humains. Voilà. Alors, juste, je réponds, même si j'ai beaucoup moins de technicité que monsieur. Les pompiers, leur doctrine, c'est il y a un feu, on arrive sur place, on sauve les gens. La priorité des priorités, c'est les vies humaines. Donc, si un jour il y a le feu chez vous, la première des choses qu'ils vont faire, les pompiers, c'est de voir s'il y a risque et de vous sauver, vous et votre famille, etc. Après, la deuxième chose, c'est qu'ils sauvent les bâtiments. Donc, ils vont sauver d'abord l'habitation principale, enfin, ils vont essayer, et ensuite, ils vont essayer de sauver les annexes. Si vous faites bien les OLD de votre pool house, il a de grandes chances d'être sauvé. Si vous ne les faites pas bien, il a aussi des grandes chances de brûler. Après, c'est votre responsabilité aussi. Juste, je précise aussi, parce que c'est important, puisqu'on parle de pool house, donc on parle de piscine, il y a la possibilité que vous puissiez acquérir des motopompes et il y a une subvention du conseil départemental à laquelle vous êtes éligible où le conseil départemental finance à 50% l'achat de motopompes dans la limite de 1 000 €. Donc c'est sûr que si vous avez, pour ceux qui ont des piscines,
un motopompe et que vous pouvez le mettre aussi à disposition des pompiers, c'est une des façons pour eux de vous sauver encore avec plus d'efficacité. Allez voir le site du conseil départemental pour ceux qui sont intéressés, puis la commune peut-être qu'on fera une publicité aussi là-dessus. Vous pouvez bénéficier de ces subventions pour les acquisitions de motopompes pour alimenter les pompiers si vous avez des piscines. Voilà. En complément, donc pour aller jusqu'au fond de l'explication, le code forestier, dans sa rédaction, il dit carrément que sont soumises à l'obligation de débroussaillement les constructions, chantiers et installations de toute nature. On peut en mettre tant et plus. Donc après, il faut aussi faire un petit peu le tri dans tout ça. Et en fait, il y a 3 critères qui sont regardés pour... si au moins de ces 3 critères est présent, il y aura obligation de débroussaillement. C'est est-ce qu'il y a une présence humaine régulière? Est-ce qu'il y a un risque de mise à feu? Ou est-ce qu'il y a un enjeu à défendre, un bien à défendre? Et donc en fait, c'est dès lors qu'il y a... Enfin, est-ce qu'il y a un risque que ce bâtiment soit... est-ce que ce bâtiment représente un risque en cas de feu arrivant? Voilà, je le reformule comme ça. Autour des maisons, on le sait malheureusement que trop bien, il y a beaucoup de matériel et de matériaux qui sont entreposés. Et dans un local technique, on peut avoir des produits inflammables, on peut avoir des installations électriques, on peut avoir tout un tas de choses. On peut avoir des bouteilles de gaz, on peut avoir... Et en fait, c'est pour ça que je dis quelque chose qui est ouvert, en gros un préau. Les pompiers d'un coup d'œil verront ce qu'il y a en termes de risque, en termes de... Dans un local fermé, c'est un petit peu la boîte de Pandore. Voilà. Et donc pour les pompiers, il faut s'imaginer que quand ils arrivent sur une habitation, toutes les annexes, ce sont autant de points d'interrogation sur comment gérer la mise en sécurité des personnes et des biens. Donc c'est cette logique-là qui prédomine. Donc après, en fonction un petit peu, si c'est 4 planches avec... qu'on voit, hein. Donc ça, après c'est à ça que servent aussi les visites de terrain, c'est pour vous donner un petit peu cette appréciation sur ce qui doit réellement être pris en compte ou pas. Mais de manière générale, une construction en dur, quel qu'en soit l'usage, vous pouvez partir du principe qu'elle devrait être soumise à OLD. Voilà. Et je rajouterai un argument de plus. Si vous ne faites pas les OLD, allez voir votre assureur. Quand vous allez vouloir demander des remboursements, vous risquez de ne pas avoir les primes d'assurance parce que vous serez défaillant par rapport aux OLD. On connaît les assureurs. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à faire les OLD, en priorité la maison principale, mais aussi les annexes. Donc, promis, je ne suis pas de mèche avec monsieur le maire, mais c'est des points qui seront abordés derrière sur les... Oui, je pense que la question pourrait arriver juste après, mais je la pose maintenant par rapport au bâtiment. Nous sommes propriétaires d'un petit masé qui est vide. À l'intérieur, il y a 3 tables en bois, 3 chaises. Nous faisons régulièrement les OLD autour de ce bâtiment. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, rien d'entretenu dedans. Enfin, on n'y habite pas. Et on a été contraint il y a 4 ans à débroussailler largement autour. Et là, on va être encore contraint à débroussailler, malgré que nous fassions les OLD, à débroussailler 50 mètres autour de notre petit masé sur 12 propriétaires autour de chez nous qui ne font pas leur entretien. Je pense que la question peut être posée après, mais est-ce que ce bâtiment qui n'a pas d'électricité, pas d'eau, qui a été déclaré par la police municipale de Vorbentane non habitable, voilà. Est-ce qu'on est obligé de contacter les 12 propriétaires entre faire le débroussaillage et les arbres, parce que les arbres ont grandi sur les terrains autour de chez nous depuis 20 ans, je ne sais trop quoi, je ne connais même pas les propriétaires, ils ne viennent jamais. C'est peut-être la question suivante, je ne sais pas, enfin, le projet du chapitre suivant, mais est-ce que notre bâtiment est reconnu comme bâtiment à risque? Alors, je ne le connais pas spécifiquement, oui, mais je dirais que de prime abord, oui, c'est une construction visée par les dispositions légales. Et effectivement, ça veut dire que le débroussaillement s'applique sur 50 mètres. Et alors,
en fonction de ce que vous avez autour de chez vous, soit il y a d'autres constructions avec leurs obligations, et là, derrière, c'est ce que j'allais aborder en suivant, ce sont les règles de répartition. En revanche, si les 12 propriétaires autour, ce sont uniquement des propriétés forestières, effectivement, le débroussaillement revient à la personne qui est propriétaire de la construction. En fait, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure, et c'est ce... Vous avez fait une transition, même si la réponse vous plaira peut-être pas trop, mais en tout cas, au moins pour la transition, je vous remercie. C'est bien le propriétaire de la construction qui est chargé de mettre en œuvre le débroussaillement, y compris sur terrain voisin. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sa construction qui va être à défendre et qui doit donc être mise en sécurité. Et c'est ce principe qui est assez particulier en droit français, hein, mais qui est vraiment une spécificité de ce débroussaillement, parce qu'encore une fois, on considère pas forcément le milieu naturel, la forêt, effectivement, elle peut brûler, mais c'est un espace qui est géré selon des critères propres. Il n'y a pas obligation d'appliquer un débroussaillement sur l'ensemble des surfaces forestières. On n'aurait plus vraiment de forêt. Quand on fait un débroussaillement, on garde un environnement naturel, ça j'insiste, on ne fait pas la lune, hein, mais on sort d'une logique de forêt traditionnelle. En revanche, cette présence d'enjeux humains à défendre, elle va nécessiter l'intervention des moyens de lutte, elle va nécessiter des actions et donc une mise en sécurité. Et le propriétaire forestier voisin, s'il n'a pas de construction lui-même, sa forêt, elle peut évoluer selon son bon vouloir, donc y compris sans travaux spécifiques de débroussaillement. Et le débroussaillement revient bien, c'est le schéma que vous avez ici à l'écran, au propriétaire de la construction sur un périmètre théorique de 50 mètres, s'il n'y a pas de superposition. Et après, je vous montrerai les superpositions. Et le caractère non habitable de ce bâti? Alors, en toute rigueur, le caractère non habitable ne rentre pas en ligne de compte. Je vous disais, il peut y avoir, enfin, c'est non habitable, mais vous y allez. Non, on y va une fois l'année parce qu'on a hérité de ça, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les services de secours ne peuvent pas préjuger pour chacun des bâtiments s'il y a des gens présents ou pas le jour J. Donc en fait, c'est... Ok. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre de demander un permis de démolition et dans 4 ans, ça sera laissé à l'abandon, quoi. C'est ce que vous c'est ce que vous imposez au final. Moi, je vais avoir des frais pour 12 propriétaires qui négligent leur terrain parce qu'ils n'ont pas de bâti. Enfin, où est la logique? Je m'excuse, hein, je suis assez en colère parce qu'on tient ce terrain bien débroussaillé, on l'entretient, on supporte les voitures qui passent sur la DFCI tout le temps. Les quelques fois où on vient, on a des voitures garées chez nous, on fait tout ce qu'il faut et les voisins qui négligent leur terrain, je ne comprends pas. Donc effectivement, on va démolir le bâtiment et dans 5 ans, 10 ans, il y aura une forêt chez nous et personne n'aura rien à me dire. Merci. Alors, sans parler encore une fois de votre situation particulière, je tiens quand même à préciser qu'en fait, là, je prends ma casquette plutôt de forestier, gestionnaire, pas forcément de spécialiste feu de forêt. La forêt, elle peut faire l'objet d'actions de gestion, mais pas forcément de manière similaire à ce qu'on ferait sur du débroussaillement. Encore une fois, j'insiste, ce sont 2 modes de gestion différents. Et un propriétaire forestier, en forêt, s'il y a de la broussaille au sol, s'il y a différentes strates et ainsi de suite, au contraire, c'est plutôt des choses que l'on recherche et qui sont favorables à l'écosystème forestier. Donc, je reconnais que quand on est à la frange entre la forêt laissée dans son évolution naturelle et l'espace forestier qu'on va devoir transformer, modifier parce qu'on a une obligation de débroussaillement, il y a forcément une interaction entre les deux qui est difficile à entendre pour le propriétaire chargé de faire les travaux, parce qu'il dit je fais des travaux que mon voisin ne fait pas. Mais le voisin sans construction, il n'a pas de nécessité, c'est ce que je disais, hein, si on devait faire un débroussaillement sur l'ensemble de la montagnette, le massif ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui. Donc ce serait plus de la forêt, ce serait un espace modifié. Il y a 3 questions, on va donner le micro en fonction de la chronologie des demandes. Oui, je parle près du micro. Bonsoir. Dans la continuité de la dame, justement, moi j'ai un peu le même cas.
puisque j'ai 50 mètres autour de la maison. Sauf que les 50 mètres, je tombe dans le massif, carrément. Je pénètre le massif d'environ une vingtaine de mètres. Donc tous ces grands pins qu'il y a avec des diamètres assez imposants et des hauteurs imposantes, donc si je comprends bien, c'est à moi de les couper. Ça va dépendre en fait. Alors je vous le détaillerai un peu après, mais donc quand on va intervenir sur un fonds voisin, il y a une demande, un contact préalable à établir auprès du propriétaire. Lequel propriétaire, alors notamment ces grands pins-là, s'ils sont, ils appartiendront donc à quelqu'un, une personne physique ou une personne morale, la commune ou autre. Le propriétaire de ce terrain peut décider, parce qu'il souhaite du coup bénéficier des arbres des bois coupés pour lui-même, de faire les travaux. Après, il n'y est pas obligé. L'obligation, elle est bien sur celui qui a la construction. Donc il peut y avoir un accord, une discussion entre celui qui a l'obligation et le propriétaire du terrain, et notamment des bois qui seraient à couper, puisque ces arbres, ils appartiennent bien à celui qui est propriétaire du terrain voisin. Justement, le propriétaire, là, c'est la commune, parce que c'est communal, cette partie-là. Donc, je fais comment pour couper ces arbres-là, les mener chez ces ouvriers à la déchetterie, par exemple, donc avec les moyens que je n'ai pas pour le matériel. Comment ça se passe là? Vous ne serez pas le seul dans le cas. Et à ce moment-là, c'est moi qu'il faut appeler. Voilà. Très bien, donc je vous inviterai pour venir vous rendre compte sur place et effectivement entrevoir ce qu'il y a de faire, quoi. Il n'y a pas de souci. Très bien, merci. Si je peux compléter pendant que le micro circule, voilà, en fait, la gestion forestière des forêts communales, voilà, elle nécessite d'avoir un regard par l'ONF en tant que conseiller technique gestionnaire des bois de la commune sur la désignation des arbres et sur leur exploitation. Donc dans le cas particulier où vous êtes limitrophe de la forêt communale, voilà, là il faudra effectivement qu'il y ait une prise de contact et ce marquage des arbres et potentiellement cette exploitation, elle peut se faire dans le cadre de la gestion forestière. Après, si c'est un particulier que vous avez à côté de chez vous, il peut y avoir entre guillemets à peu près le même principe, sauf que ce ne sera pas la commune ou Mademoiselle Lyon, votre interlocuteur, ce sera le voisin qui peut avoir le souhait de faire venir un exploitant et de vendre ses bois. Bien, vous avez effectivement parlé en milieu forestier, mais nous on est en milieu urbain. Ça se passe sous la montagnette. Ça fait 25 ans que c'est pas entretenu. C'est à moins de, on va dire 5 mètres de chez nous. Et c'est dingue. Voilà. Jamais personne n'y a mis les pieds depuis 25 ans. Les arbres tombent chez mon voisin, le plus proche, etc., etc. Le propriétaire habite là, on fait des courriers, etc., etc. Rien ne se fait. Voilà. Les hauteurs de haies, les hauteurs d'arbres, les arbres pourris, c'est un capharnaüm. Voilà. C'est sous la montagnette. Alors qui intervient pour venir voir ça et faire en sorte qu'enfin, au bout de 25 ans, on arrive à faire quelque chose quand même. C'est sous la montagnette, là où le feu s'est arrêté. En fait, c'est justement l'intérêt de cette démarche initiée par la commune, c'est d'aller vraiment au contact de ces propriétaires, au départ notamment sur une mission de conseil, mais aussi d'identification de ces personnes-là, de leur terrain, de leurs obligations propres, de celles de leurs voisins, les vôtres en l'occurrence, et d'expliquer à chacun et de mettre en évidence les obligations respectives de chacun. Ensuite, si au terme de ce travail d'animation, il n'y a pas de réaction, là, il y aura ensuite, encore un mot en lion, il y a des possibilités de sanctions. Donc ça fait partie de ce que je vais pouvoir vous dérouler derrière. Et l'idée étant qu'il n'y ait pas que les bons élèves qui soient pénalisés, bien au contraire, et que ceux qui ne veulent pas faire, au bout d'un moment, en fait, il va falloir aussi les mettre devant leurs responsabilités. Et donc c'est cette démarche-là. La première étape, et elle est tout à fait pertinente, c'est vraiment, parce que je comprends bien, là, il y a beaucoup de questions, et les OLD, c'est un sujet complexe, même en étant de la partie. Hein, on en découvre quasiment tous les jours. Donc il y a déjà ce travail de pédagogie, d'explication et d'affichage de ce que chacun a à faire. Ensuite, les gens à qui on a expliqué les choses correctement, celui qui dit « Ah ben moi je ne savais pas, je n'ai pas fait », il ne pourra plus dire. Voilà. Formellement, on pourra attester qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Je vais le dire même... Attends.
On parle avec le micro, monsieur. D'abord, il y a des gens qui ont levé le doigt avant. Oui, mais les gens qui sont sur Facebook, ils n'entendent pas ce que vous dites. Oui, mais faites comme vous voulez. Donc, vous avez dit. On ne vous a pas entendu parce que je vous parlais. Voilà. Alors, si vous n'avez pas interrompu, je vous aurais dit ce que je vais vous dire, même si c'est... Non, mais c'est pas grave, c'est qu'on essaie d'avoir... Les gens lèvent le doigt, on essaie de respecter. Vous pouvez relever le doigt, on vous redonnera la parole, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, oui. Donc, même si c'est pas politiquement correct, je vais vous le dire, on est dans une première étape, c'est la première... Là, en janvier, février, mars, il va y avoir un passage, il va y avoir sensibilisation. Il y aura un deuxième passage qui se fera ou avant juillet ou à l'automne, où il va y avoir, on va dire, contrôle de ce qui a été, j'ai oublié le mot, enfin, recommandé. Et il y aura un troisième passage où s'il n'y a rien qui est fait par rapport à ce qui a été recommandé, il y aura des amendes qui seront données. L'amende la plus simple, c'est 200 €. Et après, on peut avoir des amendes qui sont avec des montants au prorata de la superficie et de la problématique. Je n'hésiterai pas, je le dis, à mettre des amendes à ceux qui font courir des risques à leurs voisins. C'est tout. Et on le fera. On ne prend pas les gens en traître, mais on va le faire, on va le dire, on va sensibiliser. Et vous pouvez être sûr que je vous serai à vos côtés pour faire en sorte que vos voisins respectent les OLD et ne vous mettent pas en danger. Voilà, c'est tout. Vous savez, vous savez quoi? Je vous invite à passer une semaine avec moi en mairie et... Non, mais je le prends sur moi. Je le prends... C'est pas l'ONF ne fait rien non plus. Non. C'est bien, vous continuez à parler sans micro, vous passez devant tout le monde, mais c'est pas grave, c'est pas... Oui, mais il y avait des gens qui avaient levé le doigt qui allaient prendre la parole, hein, au fond. Bon, après, voilà, ça fait 7 ans, oui. Bon, moi, je suis élu depuis 2018. Effectivement, il y a des tas de choses qui se font pas. C'est la faute du maire. On a commencé à avoir l'habitude, on commence à avoir les épaules solides. D'accord ? On fait du mieux qu'on peut en fonction des moyens qui sont les nôtres, avec tout le cœur qu'on a. Les incendies ont lieu en 2022. Je peux aussi vous dire, madame, qu'en mars ou avril 2022, 3 mois avant les incendies, on avait organisé une réunion publique dans cette même salle où j'avais dit il faut que vous fassiez vos OLD, où les gens m'avaient plus ou moins ri au nez. Voilà, parce qu'on peut tous raconter la sienne, si vous voulez. Donc là, aujourd'hui, madame, je vous dis qu'on lance le processus. Je vous dis qu'on va y aller. Je vous dis que les gens qui ne respecteront pas la règle, on va leur donner des amendes. Alors, excusez-moi si on a mis 7 ans, voilà, on aurait pu le faire avant, mais il s'avère que je ne peux pas remonter le temps, d'accord? Donc, la volonté existe, je vous jure. L'idée de protéger les maisons et les gens, elle est fondamentale chez moi. On va faire en sorte que ce soit réalisé. Je veux quand même les défendre. Parce qu'en fait, on ne va pas recommencer des débats nationaux et autres, mais ils sont aussi en fonction de ce que les budgets de l'État leur donnent. Et ils ne sont pas nombreux au niveau du département à l'ONF. Il y a de plus en plus de manque de moyens. Donc ils font ce qu'ils peuvent. D'accord? Madame, là à côté, elle a un secteur qui va jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc c'est pas qu'ils font rien, ils font tous les jours, le plus qu'ils peuvent, mais ils font avec les moyens qu'ils ont. C'est bien plus une problématique, à mon avis, de moyens. Je vais même vous faire un aveu, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, il me semble qu'il peut y avoir de la défiscalisation sur les OLD. Je voulais vous en parler pour vous dire, si vous faites l'entretien et tout, regardez bien, on va même essayer de vous donner des éléments, vous pourrez avoir de la défiscalisation.
Et puis monsieur m'a dit, ah, ça a été évoqué en 2022-2023 par le gouvernement et ça a été enlevé. D'accord? À un moment donné, non mais voilà, et ça c'est des choix aussi politiques, c'est des choix gouvernementaux, et je ne fais pas de politique droite-gauche. Simplement, on a un État qui est de plus en plus réduit à la portion congrue, qui a de moins en moins de moyens, et qui nous donne de moins en moins de possibilités. Et les maires, on est confrontés avec notre population à la réalité du terrain, on fait du mieux qu'on peut, sincèrement. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut avoir quelques retards par moment, mais voilà, je peux vous assurer, et vous pouvez venir me voir dans un an, et vous aussi, tous ceux qui sont embêtés par leurs voisins, parce que leurs voisins ne font pas le travail, je viendrai les voir et je leur mettrai une amende. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout. Monsieur, vous allez pouvoir parler. Oui, merci beaucoup. Je suis très sensible au débroussaillement parce que quand il y a eu l'incendie, ça s'est arrêté au ras de notre parcelle, on habite aux Carrières. Et moi j'ai une question parce que on débroussaille notre parcelle, mais en fait ce qui se passe c'est que dans les alentours, on a des parcelles qui sont abandonnées depuis plus de 50 ans et en fait on ne connaît pas les propriétaires. Et donc est-ce qu'il est possible d'être aidé pour connaître le nom des propriétaires? Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est on a notamment un voisin qui ne répond à aucun courrier ni appel. Comment peut-on faire pour débroussailler sa parcelle en fait, parce qu'il va y avoir des jonctions entre les zones de débroussaillage. Et si la personne ne répond pas, alors parce qu'il faut quand même qu'on débroussaille, alors est-ce qu'on le fait entre guillemets manu militari, mais ça veut dire qu'on rentre, on viole la propriété du voisin, ou est-ce qu'il faut accumuler la preuve comme quoi le voisin ne répond pas? Enfin, du coup, c'est des questions bêtes, mais en pratique, si on est de bonne volonté, qu'on veut le faire et qu'on a des obstacles comme ça, comment on fait pour les dépasser? C'est typiquement là, ce genre de questions qui reviennent très régulièrement. Ce que je vous disais, on est là sur un cas assez particulier voilà, où on attend de l'obligataire d'aller travailler chez le voisin, là où globalement, en droit français, la propriété privée est relativement intangible. Donc en fait, il y a deux choses. La première, c'est sur l'identification du propriétaire. Donc c'est aussi à ça que sert le travail qu'a commandé la commune à l'ONF, c'est de faire ce travail de recherche foncière, d'interroger le cadastre et d'essayer de retrouver les propriétaires. Alors, je ne vous cache pas que le cadastre est un outil formidable, mais qui n'est pas parfait encore. Un jour peut-être, mais... Donc là-dessus, quand il y a vraiment des points de blocage, là, après, il peut y avoir les questions de biens vacants et 100 mètres et autres. Ce sont des procédures assez complexes. En pratique, dans la plupart des cas, en ayant un petit peu de temps à y consacrer, on arrive quand même à démêler pas mal de situations. Voilà, donc je ne dis pas que ce sera forcément le cas pour vos voisins. On peut tomber effectivement sur des successions non réglées, sur des choses qui se sont un petit peu perdues dans le temps. Et là, après, on est sur des procédures un petit peu spécifiques, sur des biens reconnus 100 mètres, où là, en fait, cette logique de propriétaire, elle n'est plus tout à fait applicable. En revanche, si on retrouve un propriétaire, même s'il fait le mort, entre guillemets, volontairement ou involontairement, si on a quelqu'un d'identifié comme propriétaire, parmi les éléments donc, de procédure, que vous retrouverez un petit peu aussi dans le diaporama, mais qui seront aussi expliqués et qui feront l'objet de documents qui seront mis à disposition des habitants de la commune, il y a des modèles de courrier. En fait, le principe, c'est que quand on doit travailler sur une parcelle voisine, on envoie un courrier. Alors, si on est bon voisin et que tout se passe bien, il n'y a pas besoin. Mais si on a cette nécessité-là, il faut avoir un courrier avec accusé de réception. Donc on a des modèles qui bordent bien les choses pour dire pourquoi on veut venir travailler chez les gens. Et qui, ce courrier-là, il est envoyé avec accusé de réception. Et si la personne, le voisin, ne répond pas ou répond par la négative en disant « je ne veux pas que vous veniez travailler chez moi », alors elle devient responsable, elle, à son tour. Alors d'ailleurs, ça fait peut-être aussi partie un petit peu des éléments... Voilà, bon. J'avais un espoir, j'ai essayé. Enfin voilà, donc en tout cas, il y a bien les deux cas de figure, c'est-à-dire le voisin, il peut dire « Ok, vous venez faire les travaux puisque vous avez cette obligation-là », et on se met d'accord sur le mode opératoire, ou il peut ne pas répondre ou répondre par la négative, et à ce compte-là, vous avez donc une preuve que vous avez accompli vos démarches et que la responsabilité passe au voisin. Donc c'est là après où on revient aussi sur la question des moyens pour faire avancer les choses.
Si on s'en tenait là en disant ben, votre voisin il ne veut pas que vous fassiez et votre maison est exposée, non, là l'idée c'est qu'on identifie quelle est la parcelle voisine, on a la trace de ce refus ou de cette absence de réponse, et si derrière on doit faire une verbalisation, elle ne sera pas à vous, elle sera au voisin. Merci. On a un petit sentier communal qui longe notre propriété, qui est utilisé par les enfants des écoles, par la crèche. Est-ce qu'il y a une obligation légale sur la largeur de part et d'autre de ce chemin à débroussailler pour la commune? Non, alors après, là, il y a aussi des questions un peu de jurisprudence d'appréciation. On va dire que globalement, un sentier, de manière générale, n'est pas soumis à débroussaillement. En fait, sont soumis à débroussaillement, alors ça fait partie aussi des choses qui seront dans le diaporama. Donc, éventuellement, j'y reviendrai après si on a un peu épuisé les principales questions. Sont soumis donc à obligation de débroussaillement des enjeux ponctuels, construction, installation de toute nature, mais aussi les linéaires, les lignes électriques, les lignes de chemin de fer et la voirie publique. Mais on entend bien par voirie publique une route sur laquelle circulent des engins. Donc un sentier n'est pas soumis à obligation de débroussaillement, et même un chemin rural qui aurait été fermé à la circulation publique n'est plus soumis non plus à obligation de débroussaillement. Ça devient une manière de circuler dans le milieu naturel. C'est utilisé par des enfants de petite taille et des grands, parce que c'est un espace qui est juste à côté de la crèche et de l'école. Alors, donc il n'y a pas d'obligation. Non, mais il y aura les obligations de la crèche et de l'école. C'est-à-dire que les deux bâtiments et leurs éventuelles annexes sont soumises à OLD. Donc soit le sentier passe très loin, donc là, bon, comme je vous disais, le principe de débroussaillement et de la défense des fois contre l'incendie de manière générale, c'est pas forcément sur l'ensemble d'un massif de faire du débroussaillement partout, parce que voilà, on comprend bien que ce serait contre-productif, irréalisable. Et donc en fait, un sentier, c'est considéré comme étant partie intégrante du milieu naturel. Voilà. Juste finir sur la discussion de tout à l'heure, pourquoi vous n'avez rien fait depuis 7 ans, 8 ans. On m'a rappelé 2022 quand on fait la réunion publique en mars, où on dit qu'il faut faire les OLD, on veut lancer ça. Et on a l'incendie en juillet 2022. Et excusez-moi, mais on a eu beaucoup de travail depuis juillet 2022. 17 000 tonnes de bois mort à enlever. Enfin, beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'on a pris aussi 200 de retard. Mais, très bien, madame. Mais bon, je vous invite à venir une semaine avec moi en mairie. Et vous verrez si on se tourne les pouces ou si on travaille. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour. Nous, on est implanté en plein cœur de la Montagnette. Et la question que je veux poser, elle est un peu plus terre à terre, elle est un peu plus sur l'idée de fait, pas fait, par rapport aux arbres qui ont été abattus et évacués. Aujourd'hui, restent des branchages éparpillés un peu de partout. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est à nous d'enlever et de traiter les rémanents, ou est-ce que la société qui a fait le travail peut s'en charger, puisque en même temps elle a récupéré tout ce qui était les troncs et tout ce qui pouvait être financier. Vous parlez de quel endroit de la Montagnette exactement? Tout le long de la route de Frigolet. Ok. Alors, d'une part, c'était en parcelle forestière, donc c'est des propriétés communales, donc les bois ont été évacués, ont été valorisés au titre de la commune. On a choisi, pour des raisons environnementales, je ne vous le cache pas, de laisser les rémanents au sol, pour des raisons c'est du bois mort, ça fait de la matière organique, ça maintient l'eau dans le sol, ça évite aussi le ruissellement du sol en question jusque sur la départementale. Toujours quelque chose qu'on apprécie. Maintenant, effectivement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ça se passe dans le milieu naturel. Dans le milieu naturel, les rémanents, on les laisse. Maintenant, si ça se trouve dans les 50 mètres de votre propriété, là, c'est à votre charge. Je suis désolée. Là, du coup, la question que je pense je ne suis plus le seul à me poser, c'est à partir de ce moment-là, pourquoi les sociétés qui ont traité les arbres ne peuvent pas, elles, évacuer les rémanents dans les zones qui sont concernées?
Il y a effectivement ce sujet-là, parce que c'est vrai que là, on est dans un cas particulier où, comme je le disais tout à l'heure, le débroussaillement. Alors, de toute façon, si vous aviez fait vos débroussaillements sans parler du feu, vous auriez bien eu à évacuer ces rémanents. Après, c'est la question un petit peu du volume et de la manière dont c'est fait. Et c'est vrai qu'après, là, comme généralement on utilise du machinisme agricole, enfin forestier, sur des travaux forestiers, ça peut être plus délicat à traiter pour un particulier. Donc là, j'avoue que je ne connais pas spécifiquement l'environnement, le dossier. Il y a effectivement un enjeu, surtout après incendie, à garder de la matière organique pour régénérer le sol et la possibilité que le peuplement reparte. Là, je pense que c'est des choses qu'il faudrait peut-être voir après sur place pour voir à peu près où est-ce que vous en êtes. Comment évoluent aussi ces rémanents, s'ils sont déjà en cours de décomposition, auquel cas, parce que s'ils ont été tassés, ramenés au sol, ils sont déjà en cours de réincorporation, c'est plus des matériaux secs qui vont participer à la propagation du feu, ce sont des éléments qui sont en cours de réintégration. Ça, c'est des choses qu'il faut voir. C'est un peu délicat, mais oui, ça c'est on va dire, on est sur la limite où effectivement, quand il y a une importante quantité de rémanents qui sont produits, même s'ils sont bien sur le périmètre que vous aviez normalement à travailler, on peut comprendre que techniquement, ça devient plus compliqué pour les traiter. Après, sur la propriété, les pompiers étaient assez contents parce qu'ils se sont dit que les OLD avaient été très bien faites et du coup, notre propriété n'avait pas eu de soucis. Enfin, ça s'est arrêté très très près quand même. Mais là, on parle vraiment de tout ce qui est les branchages de tous les arbres qui ont été des petits sur le coin, quoi. Au-delà des 50 mètres. Alors, il y en a certains qui sont quand même sur les 50 mètres parce que, en fait, nous, par exemple, sur la propriété, on a nos 50 mètres qui traversent la route. Et on va de l'autre côté de la route aussi. Et donc, du coup, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui seront un peu compliqués, quoi. Vous aviez préparé votre coup pour poser la question. Ouais. Vous avez tous les... On attendait, pour bien la poser au bon moment. Non, mais c'est... Alors, là aussi, sur la répartition entre les obligations liées à une construction et celles liées à donc c'est une route, c'est un chemin communal, c'est une voie départementale. C'est la route de Frigolet. Ah oui, d'accord, pardon. J'ai pas suivi, oui. Là, il y a aussi une succession de répartition d'obligations entre la vôtre et celle du département, en l'occurrence, le long de sa route, en fonction de la propriété du terrain. Puisque alors, ça peut-être faire une transition, je vais peut-être développer un petit peu ces éléments-là, ça répondra peut-être que tout partiellement ou pas du tout à votre question, mais comme je vous disais, sur cette articulation entre des travaux forestiers assez conséquents mécaniques et une intervention individuelle, là comme ça je ne suis pas forcément en capacité de vous répondre de décoffrage. Après c'est des choses qui pourront être vues effectivement en lien avec la commune. En revanche, voilà, ce qu'il y a, c'est que la charge d'obligation, elle obéit à des règles de répartition. Alors, le principe général, c'est que quand il y a superposition de débroussaillement, alors je vais vous montrer plutôt le cas avec des parcelles au départ, parce que c'est plus facile à comprendre. Le principe, alors vous verrez dans le diaporama, vous retrouverez un peu les différents cas de figure. Là, vous avez deux propriétés, un propriétaire avec, voilà, on va dire A et B, un bleu, un orange, et C, un autre propriétaire. A et B doivent faire du débroussaillement, ce sont les cercles que vous avez représentés, et quand ils sont chez eux, chacun, charité bien ordonnée commence par soi-même, chacun fait sur sa propriété, voilà, indépendamment de la superposition. Quand l'OLD tombe chez soi, on fait déjà chez soi. Ensuite, on peut être amené à travailler chez le voisin. C n'a pas de bâti, il n'a pas d'obligation de débroussaillement, donc A et B vont aller travailler sur la parcelle de C. Sauf que A et B vont avoir une partie en commun. Et donc là, il y a des règles de répartition. Une fois que chacun a fait chez lui, quand il se superpose chez un voisin non soumis à OLD, on coupe la poire en deux. Voilà, pour faire simple. Alors, en 3, en 4, s'il y a 3 4 propriétaires qui se superposent. Mais en fait, voilà, on fait au plus près de la limite de parcelle de chacun. Et ce principe-là, de dire chacun fait d'abord sur sa parcelle, et si ensuite les deux propriétaires soumis à OLD sont sur une parcelle d'une tierce personne, eh ben on regarde à partir de quel point on est plus près de la parcelle de A que de la parcelle de B. Et ça vaut aussi pour les routes. Donc si on fait ce principe-là, vous avez votre habitation, vous êtes dans cette situation-là, des obligations 50 mètres qui vont au-delà de la route,
Alors, les OLD du département, ce sont 20 mètres de part et d'autre. Mais quand ça se superpose, on va regarder à qui appartiennent les terrains en bord de route. Et donc, soit l'emprise du département, elle fait 10-20 mètres, et à ce compte-là, le département doit faire sur 10-20 mètres de large, c'est à lui de le faire. Soit le terrain appartient à une autre personne, vous, du côté, voilà, ce serait du côté gauche de la route, peut-être un autre propriétaire du côté droit de la route, et là, on regarde qui est le plus près de la limite de parcelle. Donc ce travail-là, il est assez complexe. C'est notamment pour ça aussi qu'il peut y avoir ce genre de demande d'appui des communes auprès des services de l'ONF. C'est pour arriver à faire des cartes précises de la répartition des charges en matière de débroussaillement. Donc là, en l'occurrence, il faudrait aussi regarder ça, c'est-à-dire quel est le parcellaire, le foncier, pour savoir ce qui revient peut-être directement au département, ce qui revient à vous du côté de la route, et peut-être à évaluer en fonction de la proximité. Voilà. Dans l'emprise du département, tout à fait. Voilà. Normalement, c'est ça. Et je dirais même si le terrain ne vous appartient pas de toute façon de l'autre côté de la route, par définition, la route sera plus proche que vous de ce terrain-là. Donc ça devient au département de faire jusqu'à concurrence des 20 mètres qui lui reviennent. Oui, tout à fait. On reprend les questions. J'essaie d'être équitable. Donc, monsieur, vous avez levé le doigt il y a très longtemps. Et après, madame. Ne vous inquiétez pas, tout le monde pourra parler. Merci. Donc, écoutez, bonsoir. Moi, je salue l'initiative qui a lieu ce soir parce que depuis 30 ans que je suis dans la montagnette, je suis entre le Mas-Ferrier et l'ancien Chevrier. C'est la première fois que j'ai un document comme ça. Alors, j'avais peut-être raté d'autres réunions, mais peut-être qu'on n'avait pas trouvé ma boîte aux lettres. Hein. Mais pour autant, je trouve que c'est quand même un document de travail qui est assez précis et qui met chacun de nous en face, on va dire, de ses responsabilités. Pour autant, j'ai quand même quelques problèmes. Le premier, c'est qu'il y a une partie des... Alors, je confirme qu'effectivement, les obligations légales, je les respecte depuis pas mal de temps. C'est toujours très compliqué. Alors surtout la première fois, après les propriétaires on les connaît, on a leurs coordonnées, on a fait le petit papier qui va bien pour qu'ils nous donnent l'autorisation. Ça c'est un premier travail à faire qui n'est jamais très facile. Et moi, parmi ces propriétaires-là, il y a la commune. Et de l'autre côté d'un godre qui traverse, enfin qui passe à côté de chez moi, il y a ce que vous avez appelé à un moment donné des arbres remarquables, qui n'ont pas été, ou particuliers ou remarquables, qui n'ont pas été coupés par l'entreprise ou les entreprises chargées donc du déboisement. Ces deux arbres, depuis, ont été atteints par la maladie, sont tombés, et aujourd'hui, je découvre qu'ils sont pile poil dans la partie que je dois débroussailler. Alors, à l'époque, quand j'avais posé la question, on m'avait dit « Ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout ça, ça va être broyé, et donc, ne vous en occupez pas. » 2 ans ont passé, ou presque 2 ans. Entre-temps, la végétation a commencé à repousser, et aujourd'hui, ce travail de débroussaillement que je fais depuis maintenant, ça fait 30 ans que je suis là-bas, et les obligations légales elles doivent avoir 20 ans. À peu près, ou peut-être ça a toujours existé, mais disons qu'on vient me voir à peu près depuis une vingtaine d'années. Et là, le petit travail d'entretien que je fais peut-être 1 fois, voire 2 fois par an, il commence à être très important. Donc, sur ce cas de figure particulier, je souhaiterais savoir exactement ce que je dois faire. Si vous me répondez que c'est à moi de faire ce petit travail, je peux vous dire que ça ne va pas me faire sourire. Ça pourrait même me mettre en colère, mais bon, après, voilà. Ça, c'est la première question. Je vais vous répondre sans filer.
parce que c'est Jean-Pierre qui m'a répondu, parce qu'excusez-moi, on ne peut pas tout savoir et tout connaître. Il faut quand même que vous imaginiez le nombre d'arbres qu'on a dû arracher, les voies aussi, parce qu'on parle des voies départementales, mais il y a des voies communales aussi. Tous les OLD qu'on a faites pour la commune, ça nous a demandé un boulot de dingue, à effectif constant. Hein, et j'ai pas recruté 4 personnes pour s'occuper de ça. Donc ça explique aussi les difficultés, c'est pas du désintérêt ni rien. Jean-Pierre, je vous l'ai dit comme il me l'a sorti, on était d'accord pour les enlever, c'est l'ONF qui a refusé. Mais c'est la dame qui va vous répondre. C'est pas que je vais la mettre en porte-à-faux, mais ça m'aurait paru logique que, vu les arbres étant chez nous et tombant chez vous, ce soit nous qui les enlevions, puisque c'était communal. Mais bon, excusez-moi de vous faire ce cadeau, mais a priori, c'est comme ça que ça s'est passé. Merci beaucoup. De ce que je me souviens, c'est des arbres à haute valeur écologique, des arbres bio. Ils ont un petit triangle orange sur le tronc. C'est ça. Voilà. Ils étaient morts, de mémoire, et ils étaient en dehors de votre périmètre. Dans le périmètre. Non, quand ils étaient encore debout. Ah. Bah, il me semble que si, justement, parce que c'était pour ça qu'on les avait gardés. Maintenant, si c'est pas le cas, je suis désolée. Voilà. Je vous réponds, on va les enlever. Voilà, c'est bon. Voilà, on les enlèvera. Voilà, c'est tout. Alors, il y a effectivement ces 3 arbres. Après, je ne veux pas en faire un cas particulier parce qu'il y a bien d'autres questions. Il y a ces 3 arbres, mais il y a la partie qui est restée parce qu'ils se sont tous occupés des gros arbres, mais tous ceux de taille moyenne qui ont brûlé et qui sont restés sur place, là maintenant, c'est un enchevêtrement de branches, d'arbres, etc. Ce que je voulais faire au départ, on m'a dit après ça sera broyé. Donc aujourd'hui, encore une fois, il y a la végétation qui a poussé et le travail d'hier me promet un gros travail demain. Parce que c'est quand même un petit peu différent de ce que je pouvais faire jusqu'alors. Oui, je suis entièrement d'accord. Néanmoins, vous avez compris aussi que c'était un travail énorme de à la fois à récolter les arbres qui étaient encore viables, à la fois se rendre compte du travail qui restait à faire. Et on va tout à fait profiter d'ailleurs du plan communal de débroussaillement pour faire un inventaire, notamment de ce type de cas particulier qui resterait éventuellement à charge de la mairie, ou que la mairie pourrait éventuellement s'engager à faire. Au niveau de la gestion forestière pour la partie communale, on va de toute façon, on va savoir avec les visites qu'on va faire avec vous ce qui doit être fait sur le plan communal. Ce sera une discussion avec la mairie pour savoir ce qu'ils prennent en charge. Mais de toute façon, ce sera un inventaire qui sera fait pour nous parce qu'on n'a pas la science infuse. Le massif, on le connaît, mais le massif, on ne le connaît pas intégralement. Bon, ça fait que 2 ans et demi que je suis là. Je suis désolée, je ne le connais pas intégralement. Voilà. La deuxième petite question. Ah, il y avait une deuxième. Ouais, il y en avait une deuxième. Donc en fait, ce qui dessert mon habitation, mais après qui continue un petit peu plus loin, c'est un chemin communal. Et je souhaiterais savoir, alors, je crois avoir la réponse, mais en même temps, j'ai entendu quelque chose qui peut apporter la contradiction. Donc, est-ce que ce chemin communal, c'est à moi de le débroussailler 10 mètres de part et d'autre, ou est-ce que c'est quelque chose qui revient à la commune et en l'occurrence donc à l'ONF? C'est en fait ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les voies ouvertes à la circulation publique ont une obligation de débroussaillement, donc qui est actuellement de 2 fois 10 mètres pour la voirie communale et 2 fois 20 mètres pour les départementales et les autoroutes, sous réserve que la voie soit ouverte à la circulation publique. Si elle n'est pas ouverte à la circulation publique, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être un chemin rural qui a été fermé à la circulation, il peut être emprunté par des riverains, mais ce n'est pas de la circulation publique, c'est de la circulation localisée, enfin pas privée mais localisée. Donc là, ça devient une voie d'accès à la propriété, et comme je le montrais tout à l'heure, la voie d'accès, elle doit être débroussaillée par le particulier, mais ça va dépendre du statut de la voie.
On peut pas. Enfin, vous avez bien compris que chaque cas est particulier, que ça sera au cas par cas. C'est pour ça que c'est très intéressant parce qu'ils vont venir vous voir chacun chez vous et chaque cas sera vu. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui la nature de la domanialité de la voie, si c'est un domaine public ouvert à la circulation ou si c'est une voie qui appartient à la commune mais qui appartient à son domaine privé. Je ne peux pas vous répondre à ça. On peut vous répondre que sur des situations générales. D'accord? Voilà. Monsieur ou madame, je ne sais pas, il y avait... Oui, monsieur, pardon. Et après madame. Oui, oui, tout le monde pourra parler, il n'y a pas de problème. Pour moi, j'ai, disons, un terrain qui est devant chez moi. Il faut se mettre proche de la bouche, le plus près possible. Comme vous touchez le menton. Qui est mitoyen à chez moi, disons, mais il est clôturé ce terrain. Je n'ai aucun accès pour avoir accès à ce terrain. Et, disons, vu la distance que vous mettez de la maison, il y a juste 2 mètres à débroussailler, quoi, à l'intérieur de la clôture. Alors, je vais vous répondre en 2 phases. La première, donc pour la clôture, en fait, qui est ou pas clôture du terrain, on rentre dans le cas que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il doit y avoir contact avec le propriétaire voisin, qui, si c'est clôturé, qui ne veut voir personne chez lui, vous dira vous n'entrez pas chez moi et devient responsable de l'obligation de débroussaillement. Donc ça, qui est clôturé ou pas, la démarche entre guillemets est la même. Alors, j'ai bien conscience que selon les cas de figure, au-delà de l'aspect administratif, ça peut des fois complexifier l'aspect pratique, parce que la clôture, elle peut gêner, elle peut... Bon, ça, malheureusement, c'est le législateur, dans sa grande sagesse, il n'est pas allé jusqu'à ce niveau de détail. Donc, voilà. Sur le cas général, en tout cas, en théorie, on est dans le même cas de figure que la parcelle voisine soit clôturée ou pas. Après, j'ai la deuxième réponse. Donc là, je vais couper le micro, comme ça, personne ne m'entendra. S'il y a 2 mètres à faire, je pense quand même qu'on ne va pas se rouler par terre collectivement pour dire qu'il faut que vous fassiez vos 2 mètres. Après, si c'est 2 mètres façon Marseille, avec un 0 qui a été oublié, on ne vous dira pas la même chose. Mais voilà, après, il y a quand même cette logique de dire, comme pour toute réglementation, quand on est sur l'épaisseur du trait, voilà, il y a des fois, il faut aussi être pragmatique. En revanche, sur l'aspect purement formel, voilà, ça vaut pour collectivement, qu'il y ait ou pas clôture sur une parcelle d'un voisin chez lesquels vous auriez une OLD à faire, ça ne change rien à la manière de gérer la procédure. C'est bon? Alors, une autre question. Céline, oui, récupère le micro. La dame, elle a été largement oubliée. Non, le monsieur était avant. Ah, bon. Oui. Ah, vous avez eu la réponse? Oui, partiellement, puisque... Mettez proche de la bouche, désolé. Oui, je voulais savoir ce que vous comptiez faire avec le tas de branches qui est vers le puits de la ville. Et moi, je suis un peu comme M. Rayon, il y a plein de branches aussi qui sont dans le domaine communal, de pins qui ont été abattus, mais qui sont au sol et qui sont dans mes OLD. Jean-Pierre veut dire quelque chose, ça commence un peu à le titiller, donc on va lui donner la parole. Voilà, bonsoir à tout le monde. Moi, ce qui me titille, c'est que depuis l'incendie 2022, on nous avait promis qu'au bout de 2 ans, on allait broyer les rémanents. Bon, là, jusqu'à maintenant, on parle des propriétaires. Mais moi, je parle en tant que c'est ma délégation de la forêt. On a dit, on broiera les rémanents dans tout le communal. Donc, ce qu'on vient de dire, ça n'a pas été fait. Là-dessus, tous les arbres qui ont laissé, ce n'est pas de la faute de personne, il y a eu le scolite dessus. Donc, les arbres qui étaient en pleine forme, disons, entre guillemets, après l'incendie, sont devenus très malades et tombent petit à petit. Là, on a encore tombé cette semaine avec tout le vent. Donc, je considère qu'il y a un travail. Moi, j'aurais aimé pour la montagnette, comme il y a une vingtaine ou trentaine d'années qu'il y a eu l'incendie, que ça a été broyé, mais comme il faut. Parce que là, même si on broie maintenant, la végétation, elle a repassé à travers, on va broyer, et on va reperdre encore 1 an ou 2 de végétation progressive. Voilà. Maintenant, je m'adresse pas particulièrement, mais à l'ONF. Voilà. Je sais que c'est du travail, c'est que voilà, mais voilà. Je vous remercie. Voilà. Encore une question. Est-ce qu'il y avait... Pour le tas de bois, il y a plusieurs réponses. La première, c'est si c'est dans les 20 mètres du département
va falloir les remobiliser parce qu'il me semble qu'ils sont passés au printemps dernier. Donc, et c'était après les exploitations, donc ça me paraît bizarre qu'ils en aient oublié, ou alors c'était en dehors des 20 mètres, ce qui est très possible aussi. Et pour le reste, ça dépend entièrement du propriétaire. Si c'est propriété communale, on verra ce qu'on peut faire. On fera quelque chose, on verra ce qu'il y a à faire. Si c'est autre propriétaire, on est toujours sur les mêmes réglementations. Mais ils en ont enlevé les 3/4, mais ils ont laissé une partie du bois. Ouais. Ah ouais, monsieur. Oui, c'était un complément. Je voulais savoir pourquoi, quand je fais la route de l'abbaye de Frigolet, tout autour de l'abbaye de Frigolet, ça a été nettoyé d'une manière impeccable, je dis vraiment impeccable. Et quand on arrive dans le domaine de Barbentane, je dis que ça n'a pas été nettoyé. Je reviens tout à fait je trouve qu'il y a quelque chose d'anormal. Voilà, c'est anormal. Alors, j'ai l'impression qu'on parle également de 3 zones différentes. On parle d'une zone qui a été abattue arbre entier, donc autour de Frigolet notamment. A priori, il n'y a plus de branches du tout par terre, il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien. Plus rien. On parle également de ce qui se passe autour de la route de Frigolet, où ça a été abattu intégralement, mais les rémanents sont laissés au sol. Et on parle également de ce qui se passe plutôt en sommet de crête, où pour le coup, on n'a rien touché. Ce sont 3 types de gestion différents. Et c'est pour 3 raisons différentes, principalement parce que ce ne sont pas les mêmes exploitants qui se sont occupés de tous ces chantiers. Il y en a un qui a préféré, à la demande du propriétaire, de faire de l'arbre entier, parce que notamment c'était plus propre. La gestion ONF, on a préféré faire de l'arbre pas entier, on a préféré laisser les rémanents au sol pour des raisons de biodiversité que je vous ai exposées tout à l'heure. Et pour ce qui est des arbres qui sont laissés en sommet de crête, là pour le coup, c'est parce que c'était pas accessible à l'exploitant. Ils travaillent avec des grosses machines et ces grosses machines ne sont pas en capacité de grimper ces côtes-là. Et si elles le sont, elles vont créer de l'érosion. Vous avez dû remarquer également, notamment aux endroits où les arbres ont été exploités de manière entière, qu'il y a des grandes traces de roues, de trax dans la colline. Et c'était précisément pour éviter ce genre de problématique que ça a été fait. Ce sont des arbres qui sont morts. On a tous vu que les arbres morts, ça tombe. Ils ne sont pas des endroits qui sont dangereux. Ils vont tomber, ils vont vivre leur belle mort. Voilà. Ils vont faire du sol. Et voilà, ils vont être moches pendant quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Vu le Mistral qu'il y a, à mon avis, je leur donne pas cher de leur écorce. Mais voilà, c'est comme ça. Après, si vraiment ça vous dérange... Après, il y a quand même deux... Ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est qu'il faut bien distinguer ce qui relève réellement de l'obligation de débroussaillement, de la mise en sécurité, et ce qui est ensuite ce qu'on considère comme étant une forêt propre, en fait, on a aussi eu l'habitude par le passé, justement, de vouloir avoir des fois des forêts, justement, je mets les guillemets, propres, en disant, voilà, c'est... Sauf qu'en fait, la dynamique même d'une forêt, c'est d'avoir de la végétation au sol, d'avoir de la litière, d'avoir des herbacées, d'avoir des branches, Et donc, quand après un incendie, on enlève l'intégralité de ce qui a brûlé, l'intégralité des arbres, il y a toute la matière organique qui est exportée. Et en fait, la forêt, c'est un système fermé. C'est-à-dire que l'arbre puise du carbone, puise des éléments nutritifs dans le sol, grâce au soleil, fait de la matière organique, du carbone, du branchage, du feuillage, lequel branchage et feuillage revient au niveau du sol, revient alimenter le sol et repart dans ce cycle-là. Donc si on enlève tout ce qui est systématiquement, ce qui est branchage, feuillage, alors qu'on n'y est pas obligé, on a une perte, on a un impact négatif sur l'écosystème forestier. En revanche, s'il y a effectivement des obligations réglementaire, mais de mise en sécurité. En fait, la réglementation, elle n'est pas pour se faire plaisir, elle est pour vraiment dans un but de sécurité. Oui, là, effectivement, on va peut-être faire différemment et sous réserve des possibilités techniques, là, pour le coup, il vaut peut-être mieux faire plus propre que ce qu'on ferait ailleurs. Mais ce sont bien deux choses différentes. Et bien souvent, voilà, Frigolet, autour de l'abbaye, il y a quand même du bois qui a brûlé. Donc, en fait, si tout a été retiré, c'est pas uniquement au titre des OLD. Il y a aussi des choix qui ont été faits
Après, voilà, c'est un choix. Vous avez posé encore une question. Après, ce que je vous propose, c'est que monsieur finira les slides. Il y en aura peut-être encore pour 10 minutes. On prendra encore 2-3 questions, histoire qu'on termine vers 8h moins 20, moins de quart. Enfin, sauf si vous voulez qu'on continue, ou quelqu'un on continuera, c'est pas un problème. C'était juste pour cadrer un peu les choses. Monsieur, vous voulez poser une question? Oui, donc si on abat un arbre sur une parcelle et qu'on souhaite garder du bois pour le bois de chauffage, par exemple, est-ce qu'il y a un volume dans le cas des obligations légales de débroussaillement maximum de bois qu'on peut garder rangé sur son terrain? Non. En fait, c'est une très bonne question. Comme il y a beaucoup de choses à dire sur les OLD, je n'ai pas pu tout faire à la foulée, mais c'est bien que vous posiez la question. Quand on parle des rémanents qui doivent être éliminés, donc je disais broyés, exportés, brûlés ou autres, on parle, entre guillemets, ce qu'on appelle les sous-produits forestiers, c'est-à-dire en haut les branches et les feuillages, et enfin les arbustes. Donc tout ce qui va faire, grosso modo, moins de 5-7 cm. Normalement, réglementairement, c'est 7 cm. Après, on ne va pas venir avec le pied à coulisse pour mesurer. Mais donc tout ce qui est vraiment les branches, là, ça doit être traité, évacué. Enfin, évacué, broyé, brûlé. Ce qui va faire plus de 7 cm, c'est du bois. C'est un produit en tant que tel, un produit d'ailleurs potentiellement marchand, valorisable. Et donc là, le bois appartient au propriétaire du terrain. Ça pousse chez lui, ça lui appartient. Et donc ce bois-là, il peut être conservé sur la parcelle au sein du périmètre de débroussaillement. Alors, déjà d'une, pour des questions de propriété du bois, mais aussi parce que vis-à-vis de l'incendie, alors ce que je n'ai pas forcément précisé, ou peut-être trop rapidement, je ne sais plus, c'est que l'incendie se propage notamment par combustion des éléments fins. Donc tout ce qui va être les rameaux fins, le feuillage. Un feu de forêt, c'est avant tout un feu en phase gazeuse. C'est-à-dire que ces éléments-là, ils vont, sous l'effet de la chaleur, ils vont se décomposer, émettre des gaz, et c'est ces gaz qui vont brûler, qui vont produire ces flammes. Ensuite, le bois, vraiment en tant que tel, il va, après coup, il peut éventuellement charbonner, comme le faisaient les anciens avec les charbonnières. Donc oui, il peut être détruit par le feu, mais il ne va pas propager l'incendie, il va se consumer au fur et à mesure. Donc en gestion, en mise en sécurité d'un terrain, il faut enlever tout ce qui est éléments fins, qui eux vont vraiment représenter les flammes telles qu'on les conçoit on parle de feu de forêt. Le bois en lui-même, il n'est pas forcément, il ne représente pas un risque immédiat. Il peut représenter un risque après coup. Et c'est notamment pour ça, là c'est pas une obligation, mais c'est une recommandation très forte que l'on fait systématiquement. Tout ce qui est stockage de carburant, alors le bois, à plus forte raison tout ce qui est hydrocarbures, mais là c'est encore pire, vous pouvez le stocker sur votre terrain, mais pas contre votre maison. C'est le même principe que je disais tout à l'heure pour un arbre, mais aussi pour du mobilier en PVC ou ce genre de choses. Tout ce qui peut faire des braises, faire des flammes, même moins vives que ce que fera le feu de forêt, il faut l'écarter de votre habitation. Voilà. Donc ensuite, en volume, ce que vous aviez sur pied, vous pouvez le conserver en stéré sur votre terrain, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, ce que je vous propose pour aller dans le prolongement de ce qu'a dit monsieur le maire, c'est je vais vous passer, alors je ne vais pas le détailler, je vais reprendre là où on s'est arrêté tout à l'heure, et je vais vous montrer un peu l'architecture globale de la présentation, où vous verrez réapparaître un certain nombre de points qu'on a évoqués tous ensemble là, dans vos questions. C'est simplement pour que tout un chacun ait un petit peu en tête ce qu'il y a dans ce document que j'avais amené sous le bras, dont je savais très bien que je ne le présenterai pas de manière exhaustive, mais comme ça, moi, vous trouverez l'organisation générale et les infos qui pourront vous intéresser. Donc je reviens un petit peu en arrière. Voilà, on s'en était arrêté là sur le principe de l'obligation de débroussaillement qui revient au propriétaire de la construction, y compris sur un terrain voisin. Donc on l'a évoqué ensuite, il y a tout un tas de cas de figure où là, il peut y avoir des gestions de répartition des obligations de débroussaillement. Alors, ça va être différent selon qu'on est en zone U, au PLU, en zone urbaine, où là, on raisonne vraiment uniquement à la parcelle, qu'elle soit construite ou pas. En zone U, c'est très très rare. Mais en tout cas, voilà, puisqu'elle a une vocation à être construite, en zone U, c'est ça le principe, là, c'est chacun fait sa parcelle. En gros, on considère que la zone urbaine, les maisons sont très proches les unes des autres, et que les répartitions, il faut faire simple. Voilà. Après, il y a tous les cas de figure qu'on a évoqués. On est chez le voisin, qui est-ce qu'il fait? D'abord chez soi, ensuite on coupe en deux. Donc vous aurez les illustrations
dans le diaporama. Pareil, quand ça se superpose avec une route, voilà, vous trouverez les explications de texte. Le principe de demande d'autorisation aux voisins, voilà, avec le fait qu'on a des modèles de courrier donc, qui seront mis à disposition. Ensuite, on a parlé un peu des sanctions, donc je ne vais pas forcément en revenir dessus, simplement pour rappeler que c'est 200 € l'amende forfaitaire de premier niveau, l'amende administrative et ou pénale, parce qu'il peut y avoir les deux, hein, c'est au prorata des surfaces, comme l'a bien rappelé monsieur le maire, et le code forestier prévoit jusqu'à 50 € du mètre carré. Alors, je vous laisse faire un calcul rapide. Le premier cas qui a été fait la reprise de ces amendes administratives, le préfet a mis 2 € du mètre carré, bon, fois 5000, c'était une belle propriété, ça fait quand même déjà un petit chiffre. Donc, voilà. Et voilà, effectivement, en cas de sinistre, il y a des éléments de franchise, les assureurs ne sont pas toujours des philanthropes. Voilà, si les OLD ne sont pas faites, il peut y avoir des franchises retenues qui pour l'instant sont relativement limitées, mais après 2022, ils ont un peu levé la main en disant qu'ils voulaient bien être entendus par le gouvernement eux aussi. Donc je vous laisse deviner pour dire quoi. Voilà. Et bon, évidemment, après le risque de dégâts au bâti, hein, là c'est sur le feu de Rognac en 2016, aux communes des Pennes Mirabeau. Voilà. Et à la fin, donc je vais faire rapide, mais juste pour rappeler un petit peu le principe. Hop, il y a des problèmes de mise en page. Le pourquoi on a fait ce plan communal, l'ordre de mes diapositives a un peu sauté, peu importe. Voilà, donc là, la démarche qu'a initiée la commune en mandatant l'ONF, c'est vraiment pour avoir à la fois un état des lieux, pour démêler un petit peu les chevaux des répartitions des obligations de débroussaillement. Vous avez reçu vos fiches. Alors, je fais d'ailleurs la parenthèse, ces fiches-là, elles sont basées sur les données cadastrales, donc elles ont vocation à s'approcher de la réalité de terrain, mais il peut y avoir des écarts. Donc, c'est le genre de choses qu'on voit après une fois qu'on est sur place sur les propriétés. Mais voilà, ça vous donne déjà ce travail-là qui est un gros travail qui demande beaucoup de temps sur l'ordinateur. Mais aussi, voilà, il a été établi une stratégie avec la commune justement pour structurer un petit peu la mobilisation de l'ONF ensuite sur les phases terrain. Quelle propriété, quel volume, selon quel phasage, quel timing. Et avec cette idée qu'on passe 2 fois sur les propriétés concernées. Alors on n'ira pas voir tout le monde, hein, je le dis tout de suite. S'il y a des gens qui ne font pas partie des quartiers qu'on avait ciblés au départ, ce sera peut-être pour plus tard. Mais on ne peut pas non plus faire toute une commune en une seule fois. Mais voilà, on va avoir environ 200 propriétés avec 2 passages. Un premier là tout prochainement, donc sur le début de l'année, et un deuxième vraisemblablement après l'été. Ce qui permettra en fait de vous faire le conseil initial sur ce que vous auriez à faire si vous vous posez cette question-là, répondre à toutes les questions qu'on a évoquées là, le bâti, pas le bâti, les arbres, pas les arbres, ainsi de suite. Et ensuite, le deuxième passage permettra de dresser un état des lieux, voilà, de l'état réel du débroussaillement sur ces terrains-là, après ce travail d'explication de texte et d'animation. Et là seulement, voilà, pourra éventuellement déboucher des phases de verbalisation. L'objectif étant aussi de toucher vraiment des groupes de propriétaires, puisque ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous. L'OLD, ça marche d'autant mieux qu'elle est faite de manière homogène, coordonnée sur une interface. Si chacun fait un petit peu avec des trous dans la raquette, en fait, il reste des mèches, là je l'emploie à dessein, et qui peuvent, elles, conduire le feu jusqu'aux enjeux à défendre. Voilà un petit peu le grand principe de ce travail-là. Donc certains, on a essayé de faire en sorte de remettre ces cartes à la commune avant la réunion publique. Donc voilà, vous verrez ces cartes-là, elles précisent quelles sont vos obligations sur vos terrains et sur le terrain des voisins. Voilà. Avec les numéros de parcelles concernés. Ensuite, s'il y a besoin effectivement d'identifier des propriétaires inconnus, là, il faudra voir ça un petit peu a posteriori. Voilà, donc les premières visites sont prévues incessamment sous peu, donc au courant du mois de janvier, pour essayer de voir la totalité, pour voir la totalité des maisons. Et au terme de ce premier passage, on remettra un état des lieux, une synthèse à la commune pour dire voilà, en démarrant,
d'où est-ce qu'on part, nombre de propriétés visitées, nombre de conformes, non conformes, et dans les non conformes, ceux qui sont en partie, donc c'est-à-dire qu'il reste des choses à finir, ceux qui sont très loin du compte, et puis ces indicateurs-là, on les mettra à jour lors du deuxième passage. Voilà un petit peu. Je vous montre aussi, après le diaporama en tant que tel, il y aura quelques diapositives que je ne commenterai pas forcément ici, mais qu'on évoque régulièrement lors des visites de terrain aussi, c'est les bonnes pratiques face au risque incendie. On a parlé des combustibles, on a parlé du mobilier de jardin, ce genre de choses. Donc c'est quelques petites généralités entre guillemets, mais qui parfois ne sont pas forcément bien connues du grand public. Donc on rappelle régulièrement, puisque la sécurité, l'OLD, c'est effectivement la pierre angulaire de votre mise en sécurité, mais l'enfer se cache dans les détails, on le sait très bien. Et donc c'est ces petits éléments complémentaires qui ne sont pas du réglementaire, ce n'est pas de l'obligation, mais c'est des choses qu'il est important d'avoir en tête pour vraiment avoir là aussi une approche globale de sa mise en sécurité. Il y a les arbres et la broussaille à traiter, mais il n'y a pas que ça. Donc on vous donne quelques conseils avant, pendant et après un incendie. Voilà. Et j'ai fini. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Ou est-ce que monsieur, Céline, s'il te plaît, voilà. Je voulais savoir si c'est l'ONF qui est à l'initiative de la prise de rendez-vous ou si chaque propriétaire doit prendre un rendez-vous à l'ONF. Quel est le... Alors en fait, dans les courriers que vous avez reçus, on vous a donné... voilà. Alors en fait, nous, on a identifié des créneaux dans lesquels on passait. Alors on fait comme EDF, Free ou je ne sais qui. C'est par demi-journée, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire. Alors le problème, c'est que comme les rendez-vous, enfin les premiers rendez-vous attaquent demain, il vous reste ce soir pour prendre rendez-vous. Et en fait, vous sélectionnez une demi-journée là sur le site sur lequel vous accédez. C'est relativement intuitif, hein, ça se fait assez bien. Et vous sélectionnez une demi-journée. Si la demi-journée est pleine, vous ne pouvez plus la choisir. Si elle est encore disponible, voilà, l'info va nous arriver directement et la demi-journée prévue, vous aurez quelqu'un de l'ONF qui viendra vous voir. C'est ça, tout à fait. Alors, la remarque m'a été faite, donc je le précise au cas où. On indique que c'est à partir de 9h donc qu'on attaque nos rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'on sera chez tout le monde à 9h, parce que forcément, sur une matinée, on ne peut pas faire tout le monde en même temps. Une autre question, monsieur? Oui, simplement, pour les rendez-vous, j'ai fait la manœuvre, mais j'ai jamais eu de confirmation. Alors, pas de confirmation. Alors là, comme c'est un de mes collègues qui ne pouvait pas être présent ce soir, qui s'est occupé de l'interface, j'ai un petit doute. Je ne sais pas si il y a. Est-ce que là, quand vous vous êtes connecté, ça vous a indiqué que vous alliez recevoir une confirmation ou pas? Parce que ah, alors voilà. Mais normalement, si vous avez pu sélectionner le créneau, le rendez-vous est acté. On va faire, excusez-moi, j'étais pas au courant de ces dysfonctionnements. Là, il y a inscrivez-vous sur une feuille, un papier, un stylo. J'espère que ce sera sur des créneaux qui seront disponibles, mais ceux qui veulent être visités, vous devez être visités. Enfin, il faut pas que les personnes derrière oui. disent qu'en fait les messages arrivent, les réponses dans les indésirables. Donc, bon, je ne sais pas quel est le problème technique, mais il va falloir le régler. Là, c'est pas tant le problème de la plateforme que effectivement, enfin, j'étais encore, enfin, j'ai eu droit aussi cet après-midi moi pour le boulot, un mail qui arrive dans les courriers indésirables. Donc vérifiez effectivement vos courriers indésirables, spam et autres sur votre boîte mail, puisque comme je vous dis, normalement, si le créneau est plein sur le service de prise de rendez-vous, vous ne pouvez pas choisir ce créneau-là. Donc si vous avez pu choisir le rendez-vous, c'est que le créneau était encore disponible. Et si vous n'avez pas reçu votre message en retour, vérifiez quand même dans votre boîte mail, dans les indésirables.
Oui, moi dans mon terrain, je dois avoir à peu près aujourd'hui une 60aine d'arbres qui sont tombés, coupés à moitié, enfin, qui sont tombés, pas naturellement, alors je ne sais pas, suite aux incendies. Vous m'entendez ou voilà. Oui. Et donc moi je comptais sur, donc ils sont en place actuellement, parce que je comptais moi sur la procédure judiciaire pour que la SNCF évacue ça. Parce que moi, j'ai 71 ans, je n'arriverai pas à évacuer. Donc, ça veut dire qu'il faut que je prenne une entreprise. Il y a un problème financier, là, c'est ça? Non, c'est pas le problème financier. Encore une fois, chaque cas particulier. Donc, je ne peux pas vous répondre ce soir sur le fait que vous soyez obligé ou non de les enlever. Il faut savoir quelle est votre situation particulière. Mais n'attendez pas pour l'instant la SNCF qui vienne enlever les arbres. La SNCF, le jugement, s'il intervient, il y en aura encore pour 4-5 ans. Je préfère vous le dire. Donc, voilà. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque cas est particulier. Il faut voir à qui appartient la parcelle à côté, etc. etc. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux que vous preniez rendez-vous, qu'ils viennent sur place et ils vous répondront dans le détail en fonction de votre situation. Moi, le rendez-vous est pris avec la... tant mieux, parfait. Si vous avez le rendez-vous, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Donc ok. Il y a encore 4 doigts qui se lèvent. Donc... ceux qui veulent partir, enfin, je ne vous invite pas à partir, mais sinon on continue. Allô? Oui, question pratique, des réunions comme celle-ci, est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas? Parce que moi je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas de mon quartier, je suis côté Moromiou, moi. Donc je n'ai pas reçu ni de courrier ou quoi, c'est en parlant que effectivement j'ai su qu'il y avait cette réunion-là. Non mais là, moi mon quartier, si moi je vais m'inscrire peut-être, mais mes riverains, enfin je sais pas. Non, mais alors, ils vous l'ont dit, c'est pour des raisons bêtes et méchantes, où il y a des secteurs qui ont été identifiés et priorisés, c'est les personnes, le route des Carrières, Saint-Michel de Frigolet, la route autour de Bretoul, etc. Moi aussi, chemin du Vallon, on n'est pas concerné, enfin, c'est la même chose. Mais ça ne nous empêchera pas, pour les voiries et les habitations qui sont proches de la montagnette, mais qui ne font pas partie de cette campagne-là, de venir malgré tout vous voir peut-être avec la réserve, et que de toute manière, ça s'appliquera à vous aussi. On le fera peut-être pas avec l'ONF, mais on le fera aussi, c'est évident. Enfin, voilà. Il y avait d'autres questions. Oui, excusez-moi. Est-ce que lors du rendez-vous, la personne pourra nous donner les coordonnées des propriétaires non bâtis autour de nous? Ou est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous avec la mairie et le service urbanisme pour avoir ces éléments? Les coordonnées en tant que telles, non. Après, en fait, on va identifier donc, déjà les numéros de parcelles. Voilà. Après, alors, on ne les aura pas forcément, nous, en première intention, puisque s'il n'y a pas de construction chez votre voisin, ce qui était votre cas, on n'a pas fait de fiches les concernant. On a fait des fiches concernant tous les propriétaires de bâtis, de construction. Voilà. Donc, peut-être... alors, les jour J, je ne suis pas sûr qu'on aura la donnée. Après, a posteriori, on peut peut-être, via... Ah, de toute façon, vu que vous avez une obligation de débroussaillement, vous pouvez demander effectivement, vous verrez le numéro de parcelle. Là, vous pouvez demander, si tant est qu'ils sont connus au bataillon, demander le nom des propriétaires pour pouvoir justement les contacter. C'est bien l'objectif. Nous, on ne les aura pas forcément dans la besace, mais c'est faisable en commune. Là, on ne vous entend plus, madame. Il n'y a pas de micro, il y a... Et lorsque les propriétaires sont inconnus, d'après ce que j'ai vu dans la réglementation, il appartient à la mairie d'entretenir ces espaces-là. Enfin, la mairie fait prévaloir le terrain et la mairie récupère les terrains. Alors, c'est une procédure qui est... Enfin, je ne sais pas tout à l'heure, il y a des procédures qu'on appelle les biens vacants et sans maître. C'est ça. Mais ça, c'est le bout du bout de la chaîne de recherche des propriétaires. On est d'accord, mais je veux dire, au cas où le propriétaire est inconnu, à ce moment-là, c'est un autre cas. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation non plus, le bien vacant sans maître. Donc là, après, il y a ces cas particuliers-là, il faut effectivement qu'on les recense. Okay. Mais tant qu'on n'a pas fait la recherche précisément, parce qu'en plus,
il peut y avoir différents cas de figure sur l'origine des propriétés et ainsi de suite. Donc, c'est pas Bon, bah, de toute façon, dû à 100%, quoi. On a un rendez-vous demain, donc on va penser à ça. Allez, dernière question, madame. Vous aviez demandé la parole. Et après, comme tout le monde parle et plus ou moins part, on arrêtera, s'il vous plaît. Oui, moi je pose une question pour une personne qui est absente aujourd'hui et tout le mois de janvier. Donc je voudrais savoir comment cette personne pourrait s'inscrire pour avoir la visite d'un agent ONF, s'il vous plaît. Bah, elle est sur le secteur en question? Oui, elle est sur le secteur, oui, absolument. Bah, demain, elle appelle la mairie. Ninon Alazar, c'est la dame qui est là. Regardez, la dame qui lève les doigts. Oui. C'est notre, je l'ai appelée Miss Montagnette. Elle s'occupe depuis les feux de beaucoup de choses. Donc, c'est notre référente. Très bien. Et j'ai une deuxième question, s'il vous plaît. Donc, je suis présidente de mon petit lotissement. Et je voudrais savoir, lorsque l'agent de l'ONG viendra chez moi, l'OLD, pardon. De l'ONF. L'ONF, pardon, je confonds. Ils ne sont pas encore ONG, mais bon, on ne va pas faire mettre les casques bleus non plus. J'ai confondu, excusez-moi. Ouais. Oui, lorsque la personne viendra chez moi, est-ce que je pourrais parler également du débroussaillement, du lotissement? Bien sûr. Oui, en même temps, d'accord. Oui. Très bien, merci. Très bien. Bon, merci à tous, ça a été très intéressant. Et que le travail commence maintenant. Merci à vous. Merci.